Bonsoir aux derniers arrivés. Désolé pour ceux qui s'inquiètent du silence. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Les gens vont finir d'arriver, mais on va commencer la présentation. On est un peu plus, vous êtes un peu plus de 250 personnes connectées, donc je vous remercie tous. Pour votre information, ce webinaire est enregistré de façon à ce que vous puissiez le revoir ou le réentendre sur le site DxO Academy, de même que ceux qui n'ont pas pu être disponibles pour suivre ce webinaire. Vous disposez d'un chat pour poser vos questions. Une équipe de DxO est disponible et répondra à vos questions. Voilà, je vais vous présenter la dernière version de Filmpack DxO. Voilà, vous avez à l'écran le logiciel tel qu'il se présente lorsque vous l'avez installé. Donc vous voyez que le logiciel fait la part belle à l'image principale sur laquelle vous allez travailler. Au niveau des changements, pour ceux qui connaissaient Filmpack 3, vous voyez déjà qu'au niveau du graphisme, il y a eu des changements assez significatifs au niveau de l'ergonomie. Welcome to GoToWebinar, Events Made Easy. Donc, notamment un outil d'impression qui a fait son apparition. Donc, toujours la possibilité d'avoir, de comparer la photo avant et entre la photo originale et les travaux en cours. Les fonctions qui permettent de régler l'affichage, les fonctions de navigation, et également une nouvelle fonction ici qui est la fonction de recadrage que l'on verra un peu plus tard dans la présentation. Donc le Filmpack 4, comme la version précédente 3, permet de traiter les photos au format JPEG ou TIFF. Voilà, au niveau de le panneau latéral droit a évolué, dans lequel il y a l'ensemble des fonctions du logiciel. Son ergonomie a légèrement changé. Vous avez un premier panneau de contrôle qui vous permet de choisir entre la couleur, un traitement en couleur et un traitement en noir et blanc. Donc si on choisit le noir et blanc, la photo est automatiquement convertie. Donc je reviendrai bien sûr plus en détail sur toutes ces fonctions. Et ensuite, vous avez deux onglets. Un premier onglet avec les effets qui vous permet de choisir le rendu, le grain, le vignettage. Et puis également, donc je vais descendre dans la palette, vous avez de nouveaux outils créatifs, donc le vignettage flou, les textures, les fuites de lumière et les cadres. Et le deuxième onglet donc concerne les réglages, où vous avez les mêmes réglages que dans la version 3, avec en plus une palette qui concerne les réglages avancés qui vous permettront de régler la vibrance et le micro-contraste. Donc toujours au niveau de la navigation, vous avez les rendus qui sont disponibles dans la palette de rendus. Au niveau des nouveautés, vous avez la possibilité d'avoir des rendus favoris et toujours cette classification, donc film diapositive couleur, film négatif couleur, des films noir et blanc et également des rendus designer, excusez-moi, qui sont en fait des rendus créatifs prédéfinis. J'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation. Vous avez toujours la possibilité d'enregistrer vos propres rendus personnalisés. Et nouveauté également de la version 4, vous avez aussi la possibilité de faire une recherche
ce qui vous permet, quand vous connaissez un rendu ou quand vous recherchez différents rendus pour une sensibilité donnée, d'entrer une valeur et d'avoir automatiquement les rendus correspondants. Hein, donc là, je fais une recherche sur 3200. Je peux aussi faire une recherche sur l'ensemble des rendus Kodak. Voilà au niveau de la présentation générale un peu de la navigation. Et puis alors, un nouveau panneau se cache lorsque vous découvrez Filmpack, qui est le panneau des instantanés, voilà, que vous pouvez ouvrir ou fermer, qui vous permettra d'enregistrer des instantanés, donc avec le raccourci clavier T ou avec ce bouton de la barre d'outils. L'intérêt, c'est de pouvoir enregistrer des étapes intermédiaires de vos travaux et de comparer non pas le avant-après, le avant étant l'image initiale, ça peut être un instantané que vous aurez enregistré, ce qui peut être très pratique pour comparer plusieurs rendus, et en particulier quand vous travaillez en noir et blanc, de faire une conversion en noir et blanc, de l'enregistrer tout de suite et d'avoir un avant en noir et blanc. Mais on reviendra aussi par l'exemple sur ces aspects-là. Alors je vais vous présenter un peu les fonctionnalités de Filmpack 4 et en particulier les nouveautés avec une première photo en couleur, donc que je vais ouvrir ici. Voilà, je vais choisir cette photo exemple. Voilà, donc une photo de nuit assez colorée sur laquelle on va appliquer quelques traitements pour lui donner un rendu un peu particulier. Donc on voit au niveau des rendus couleurs, on va laisser cette photo en couleur, et on voit au niveau des différentes diapositives, des différents rendus films qui sont proposés, des différences de couleurs assez flagrantes, donc entre des photos qui conservent le bleu original de l'image en JPEG et des rendus qui, eux, ont une dérive de colorimétrie assez particulière. Donc ça, c'est la reproduction des pellicules argentiques telles qu'elles donnaient effectivement leur rendu. Donc vous voyez qu'on a un certain nombre de rendus possibles. Voilà, la palette est assez étoffée. Donc on va prendre un rendu voilà, bon, par exemple, on va prendre un rendu un peu clair, comme ceci. Donc en fait, dans la démarche de travail, ce que j'ai l'habitude, moi personnellement, de faire, c'est d'abord de choisir le rendu, le film que je vais choisir comme rendu de base, soit au travers d'un rendu film complet, soit uniquement ici, au niveau du rendu et ou du grain, puisqu'on a la possibilité de prendre un rendu de couleur sans appliquer du tout de grain. Et ensuite, avant d'appliquer des effets, je vais appliquer les réglages nécessaires à la photo. Alors je choisis d'abord le rendu couleur, parce que, et a fortiori si j'utilise un rendu designer, parce que ça peut avoir des impacts justement sur ces réglages de base, le contraste, la saturation, et donc ça annulerait les réglages que je ferais au préalable si je travaillais dans le sens inverse. Donc pour cette image par exemple, on a le ciel qui du coup n'est pas très contrasté, donc on va par exemple renforcer un peu le contraste de l'image, ce qui va avoir évidemment pour effet
surtout sur cette image qui est plutôt sombre, d'éclaircir les zones claires et d'assombrir les zones foncées. Les zones foncées étant plus présentes, je vais l'éclaircir un tout petit peu. Pas trop évidemment, sinon je perdrai l'effet du contraste. Et puis, cette image se prête bien à un réglage de vibrance. Donc la vibrance, ça travaille un peu de la même façon que la saturation, mais ça va travailler plutôt sur des tons moyens, et en particulier, ça va être très efficace sur les tons froids, et le bleu en particulier. Donc je vais ici rajouter un peu de vibrance pour renforcer un peu le rendu du ciel. Ensuite, toujours dans la partie réglage, je vais utiliser le panneau TSL, teinte, saturation, luminance, donc qui va permettre, lui, de travailler soit de manière globale sur la photo, donc en choisissant ici au niveau du menu déroulant canal, hein, si je choisis tous, je vais travailler sur tous les canaux, mais je peux travailler spécifiquement sur un certain nombre de canaux de couleurs, et sans impacter le reste de l'image. Donc si je prends l'exemple par exemple du canal des jaunes, et que je décide de régler la teinte du jaune, je vais changer sur la photo uniquement les parties où il y a du jaune dans l'image. Donc je vais volontairement grossir le trait et pousser le curseur au maximum. Donc vous voyez qu'au niveau de ce bâtiment, là, au centre de la photo, le jaune est devenu rose, ou à l'inverse, si je pousse dans l'autre sens, je vais lui donner une teinte verte. Et vous voyez que le reste de l'image, lui, ne change absolument pas. De la même façon, je peux travailler sur la saturation de cette couleur, et en particulier de ce canal. Donc là aussi, si je décide d'augmenter la saturation et de renforcer ce rose, vous voyez que il va même tirer sur le rouge. Par contre, le reste de l'image, dans lequel il y a très peu de teinte jaune, ne sera pas du tout impacté par la photo. Et de même pour la luminance, pour lequel je vais choisir plutôt, dans ce cas-là, le canal bleu. Et le fait de baisser la luminance va m'assombrir mon ciel et l'ensemble de ma photo, lui donner un côté vraiment dramatique. On voit que là, je l'ai volontairement poussé un peu fort. Et vous voyez que sur le bas de l'image, le bleu s'est très assombri et va même tirer vers le noir. Donc on va quand même lui donner quelque chose d'un peu plus réaliste par rapport à ce que c'était au départ. On a également la possibilité de travailler sur la réduction du bruit. La photo, en l'occurrence, ne s'y prête pas trop. On peut travailler aussi bien sur le bruit de luminance que de chrominance, selon les photos. Donc voilà, en partant d'une photo, j'ai choisi un rendu film, j'y ai appliqué un certain nombre de réglages, et je peux maintenant, si je le souhaite évidemment, appliquer des effets pour lui donner un côté un peu plus créatif. Je vais en particulier pouvoir utiliser parmi les nouvelles palettes le vignettage flou créatif. Donc à l'instar du vignettage, on va avoir une zone qui va conserver sa netteté, et on va définir une zone autour avec un flou plus ou moins progressif. Donc pour définir ce flou, c'est le curseur intensité que je vais régler. Donc je vais là encore volontairement exagérer pour que vous puissiez bien voir l'effet du curseur. Et ensuite, ça va me permettre aussi de vous montrer l'effet des autres curseurs sur la photo.
L'un des intérêts de ce réglage, de cette palette, c'est qu'on peut remplacer le centre. Ici, le haut du monument est du coup dans le flou. Donc on va régler le centre et on va le remonter un peu au centre du monument, ce qui va me permettre d'effectuer mes réglages autour et de choisir la taille pour que mon monument soit net et une zone plus ou moins importante autour le soit également. Si pour une raison ou pour une autre, j'ai besoin de revenir au centre de l'image, le bouton réinitialiser ici me permet d'annuler le déplacement du centre. Voilà, ce qui est bien pratique. Il n'est pas toujours évident de revenir exactement au centre de l'image quand on n'a pas de repère, comme c'est le cas ici. Donc, je vais remettre mon centre plutôt sur le centre du bâtiment, je vais l'appliquer, et je vais pouvoir, avec le rayon, donner une taille plus ou moins importante. Donc là, je suis dans le moins. Vous voyez que j'ai une zone nette qui est très petite. Comme je peux l'augmenter pour avoir un vignettage plus léger. Voilà, donc là, je vais choisir une zone pas trop importante autour de mon bâtiment. Ensuite, la transition, comme son nom l'indique, va indiquer la progressivité de passage de la zone nette vers la zone floue. Donc je peux avoir une transition très douce, qui va en fait avoir un impact sur la zone de netteté, puisque le flou va être vraiment progressif à partir du centre, ou alors au contraire, je peux décider d'avoir quelque chose de très abrupt. Donc là, mon rayon est un peu important pour qu'on puisse bien voir l'effet. Et je vais passer sans transition du net au flou. Voilà. Donc là, à vous de choisir en fonction de l'effet recherché. Et puis avec une transition assez franche, on va pouvoir se rendre aussi compte de l'effet de l'arrondi, qui peut être quasiment carré, ou qui peut aller vers quelque chose de plus arrondi. Voilà, donc tous ces outils permettent d'avoir autant de possibilités et de créativité que vous le souhaitez. Vous pouvez chercher à obtenir quelque chose d'un peu réaliste, comme quelque chose d'un peu exagéré et fantaisiste. Donc en fait, en termes on va dire de démarche, ce que j'aime bien faire quand j'utilise ce réglage, c'est d'accentuer volontairement l'intensité de la zone floue pour bien la repérer, de régler ensuite, en fonction de ce que je souhaite obtenir, les autres curseurs, et ensuite de revenir à quelque chose de plus homogène par rapport à ma photo. Donc là, je vais garder du flou, mais je vais faire quelque chose d'un peu léger. Je trouve que la photo se prête mieux à ce que l'environnement aussi soit visible. Mais évidemment, cela dépendra du type d'image que vous aurez à traiter. Donc voilà un premier rendu que l'on peut obtenir avec principalement un rendu film, sans chercher à avoir trop d'effets, quelques réglages sur la couleur de l'image, et puis donc cette première palette flou créatif. Alors, je vais vous présenter un autre type de rendu qu'on peut obtenir sur un sujet complètement différent que ce paysage nocturne. Donc si je décide d'ouvrir, je peux évidemment, donc le logiciel me propose d'enregistrer ou pas mon image, ce que je ne vais pas faire ici. Et je vais prendre, pour changer, un portrait.
Donc je suis de nouveau désolé que cette charmante personne ne présente pas de sa voix suave ce webinaire. Et donc j'ai choisi cette image pour vous montrer à la fois pour vous montrer deux choses. D'abord vous présenter les rendus designers, vous montrer qu'on peut faire comment ils fonctionnent, comment ils sont définis. Et puis pour vous montrer que sur une image de type portrait, beauté, avec ce rendu designer là en particulier, on peut obtenir quelque chose de très doux et très agréable. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait cherché à travestir un petit peu la photo, on avait changé un peu les couleurs, on avait rajouté du flou. Là, on va obtenir quelque chose d'un peu plus proche de la réalité, même si on va chercher évidemment à embellir encore le modèle. Donc ce rendu designer que j'ai choisi, il a pour effet, le fait de le sélectionner, a pour effet d'appliquer les réglages qui avaient été enregistrés, qui sont donc préenregistrés. Donc un rendu film qui a été choisi, un grain correspondant au film courant, et puis un filtre ici, puisque les autres palettes ont leurs paramètres par défaut. Donc ici, un filtre qui a été appliqué, hein, on voit bien, si je clique sur l'image, je vois le rendu avant, et si je relâche, j'ai le rendu après. On voit que les tons sont beaucoup plus froids et beaucoup plus doux. Alors, je peux aussi utiliser les vues côte à côte, bien sûr, pour bien montrer la différence et l'effet des réglages que j'applique. Côté réglages, donc là aussi, quelques réglages prédéfinis par ce rendu designer. Donc principalement le contraste qui a été diminué, la saturation également. Hein, donc on voit bien au niveau qui se voit très bien au niveau des couleurs hein, quand on compare les deux images. Et puis l'exposition qui a été légèrement augmentée aussi. La photo étant à dominante claire, ça adoucit encore un peu le rendu. Donc là aussi, on a choisi un rendu designer. Les paramètres qui sont pré-réglés peuvent nous convenir, comme on peut vouloir diminuer encore un peu plus le contraste ou la saturation, par exemple. Rien ne nous empêche d'accentuer encore ces réglages. Il faut voir je pense, ces rendus designers comme des aides ou comme des points de départ. Soit ils vous conviennent, soit vous pouvez vous en servir comme base pour définir vos propres rendus. Au niveau des effets, là encore, on pourrait choisir de changer le filtre. On pourrait là aussi, sur ce type de photo, décider d'ajouter un vignettage flou créatif qui devrait être assez doux et qu'on pourrait placer, je joins le geste à la parole, alors on pourrait placer le centre sur le visage de ce charmant modèle et ensuite, avec un rayon assez faible, mettre en évidence, voilà, faire en sorte que seul son visage soit net et le faire ressortir en adoucissant l'environnement de cette façon-là. Donc voilà le type de rendu qu'on peut obtenir aussi sur ce type de photo. Alors, je vais vous proposer une troisième image pour un troisième type de rendu. Donc, je ne vais toujours pas enregistrer cette photo et je vais choisir cette fois-ci cette image. Donc, je vais le mettre en vue simple. Et cette fois-ci, je vais choisir un rendu noir et blanc pour changer un peu. Donc là encore, donc je vais sélectionner un film noir et blanc pour me servir de base.
Et si je veux bien me rendre compte des différences, qui sont peut-être un peu moins évidentes que tout à l'heure au niveau des couleurs, je peux augmenter la taille de ce panneau. Voilà. Et ensuite, avec l'ascenseur horizontal, me déplacer. Et ce qui me permet de bien voir, selon le film, de bien choisir mon film et de bien voir au niveau pour chacun, la différence des rendus. J'ai par exemple ici 3 rendus assez différents. Le premier qui est assez neutre, celui du centre avec un grain qui est particulièrement prononcé, et puis le troisième qui est un peu intermédiaire, assez contrasté, mais un grain qui reste à ce niveau-là de vue assez peu visible. Je vais choisir ce rendu-là, par exemple. Voilà, maintenant que mon choix est fait, je vais à nouveau réduire le film, ce qui va me permettre de voir ma photo en plein écran. Alors, comme je l'indiquais au début de la présentation, si je dois comparer le avant-après, en cliquant sur l'image, je vais avoir du mal à me rendre compte de l'effet de mes réglages, dans la mesure où je vais comparer un noir et blanc qui est en plus assez... qui a pas mal de caractères, avec une photo couleur. Donc en fait, après la conversion faite, que ce soit en utilisant ici le contrôle ou comme je l'ai fait en choisissant le film, je vais enregistrer un instantané en cliquant sur ce bouton. Je vais lui donner un nom. Donc par exemple, je vais dire que c'est mon rendu de base en noir et blanc. Je vais enregistrer. Et ici, mon instantané est sélectionné puisqu'il a ce carré jaune orangé autour. Et donc si j'applique un réglage, appliquons par exemple, pour l'exemple, un filtre bleu par exemple, donc on voit bien la différence. Et si je fais un avant-après en vue fractionnée, c'est bien mon instantané qui me sert de point de repère par rapport à mon image en cours. Donc j'ai son nom qui apparaît en haut de l'image, et il est toujours sélectionné ici. Bien sûr, si je veux revenir à un autre instantané, en le sélectionnant, je vais comparer ce nouvel instantané avec mon image en cours. Je pourrais le reproduire autant de fois que je le veux avec les instantanés que j'aurais pu créer. Donc ce qui m'intéresse, c'est quand même cet instantané en noir et blanc. Alors, quelques mots sur cette nouvelle fonctionnalité des instantanés. Avec un clic droit de la souris sur l'instantané, sur l'icône qui représente l'instantané, j'ai accès à certaines fonctions. Donc je peux renommer ou supprimer. Surtout, je peux revenir à l'instantané, je peux choisir de revenir à l'instantané ou de mettre à jour mon instantané avec les réglages courants. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que ma photo actuelle, c'est l'image courante à droite, à laquelle j'ai appliqué le filtre. Donc si c'est cette image courante dont je veux qu'elle me serve de référence à partir de maintenant, je peux soit enregistrer un nouvel instantané, soit mettre à jour le premier avec les réglages courants. Comme je vais le faire ici. Il me demande une confirmation. Voilà. Et donc maintenant, évidemment, je n'ai plus de différence puisque ma base est devenue l'image traitée. Si j'annule mon filtre, voilà, on voit à nouveau la différence. Donc on a inversé les vues avant-après par rapport à tout à l'heure pour l'exercice. Et puis je décide d'annuler mon action parce que finalement, je ne vais pas appliquer de filtre. Alors, je vais réappliquer mon filtre bleu. Donc je pourrais évidemment choisir à nouveau le filtre bleu, mais je peux avoir appliqué un certain nombre de réglages. Donc le plus simple, c'est de revenir à l'instantané, ce qui peut me permettre de servir de nouvelles bases de départ. C'est particulièrement intéressant quand les travaux sont finis. On a défini son instantané comme étant une vision de notre travail, et on veut définir un nouveau style qu'on comparera à la fin
on peut ici revenir à l'instantané de l'image initiale. Et là, j'ai réinitialisé complètement ma photo. Donc là, je vais réappliquer le traitement. Donc je vais revenir à cet instantané-là. Et je vais lui enlever le filtre, puisque ma base en noir et blanc, je vais mettre à jour les réglages courants. Et j'ai donc comme image de référence au niveau de l'instantané, mon image simplement convertie en noir et blanc avec le film que j'ai choisi. Alors, je voudrais aussi m'arrêter un petit instant sur le réglage du grain argentique, et en particulier les possibilités de réglage et de réglage qu'on peut apporter à cet aspect. Donc pour ça, je vais passer en zoom à 100% pour pouvoir bien comparer avant-après. Donc pour naviguer dans l'image, j'ai la main, je peux changer et prendre l'outil main, je peux aussi prendre le navigateur qui me permet de choisir une zone de mon image sur laquelle je vais me positionner pour me rendre compte des réglages que je vais apporter. Donc j'ai choisi un rendu film, y compris au niveau du grain, assez prononcé, comme vous pouvez vous en rendre compte. 3200 ASA qui donnait un grain assez dense. Je peux décider, grâce au curseur intensité, d'augmenter encore cet effet. Et donc vous voyez bien voilà, donc j'ai poussé mon curseur volontairement, encore une fois, de façon exagérée. D'une manière générale, quel que soit le curseur, il est rarement conseillé de le pousser à son maximum. On a des effets qui sont souvent caricaturaux et exagérés, ce qui peut être une fin en soi, mais dans des cas très particuliers. Et à l'inverse, je peux décider d'adoucir le grain. Vous voyez qu'ici, je l'ai presque fait disparaître. En tout cas, il est beaucoup plus léger qu'il ne l'était à l'origine, avec le curseur intensité. Et il y a un autre, alors je vais revenir à 0, j'en profite pour vous rappeler une astuce qui était valable sur Filmpack 3 et qui est valable sur l'ensemble des outils DxO. Pour réinitialiser un curseur de façon simple, vous double-cliquez dessus et il est revenu à sa position d'origine. Et donc maintenant, on va voir le deuxième paramètre qui permet de régler un peu le grain, c'est sa taille. Donc par défaut, c'est le 2436 qui est utilisé sur nos boîtiers, donc qui est la référence y compris pour les appareils dits à petit capteur. Mais vous pouvez choisir aussi une taille d'un appareil moyen format. Et vous voyez que vous aurez un grain qui est déjà un peu plus fin que celui qu'on avait en 2436. Bien sûr, vous pouvez à nouveau en régler l'intensité, le diminuer ou le réaccentuer, et donc trouver par ce biais un équilibre et le rendu qui vous convient. Si je choisis un grain grand format, je vais avoir un rendu encore un peu différent au niveau du grain. Et puis, le format personnalisé va nous donner un nouveau curseur. Et là, c'est vous qui allez décider, à partir de la taille de l'unité de grain, vous allez définir quelque chose de plus ou moins grossier. Donc, quand je parlais de pousser les curseurs et d'avoir des choses caricaturales, vous voyez qu'on peut augmenter la taille du grain 10 fois. Si j'en augmente en plus l'intensité, voilà, je vais avoir une voiture qui sera plus, une carrosserie qui ne sera plus en métal, mais presque en pierre. Donc là aussi, pousser comme ça, c'est, comme je l'ai dit, évidemment caricatural, mais
Voilà, ça permet aussi d'avoir des possibilités différentes. Hein. Le curseur intensité, je pense que c'est assez simple de comprendre comment ça fonctionne. Hein. On applique le grain de façon plus ou moins intense, le rendu du film, mais vous pouvez aussi, avec la taille du grain, obtenir quelque chose d'encore différent. Donc voilà pour le grain. Je pense que pour se rendre bien compte de ce type de réglage, hein, des réglages un peu fins, ça vaut aussi pour certains réglages de l'onglet correspondant à réglage. Je pense notamment au micro-contraste, je pense à la correction du bruit. Il vaut mieux passer en zoom 100% pour bien voir les différences. Hein, si je joue ici sur le micro-contraste, même si là, il faut vraiment pousser les curseurs pour se rendre compte, mais là il y a le grain qui joue pas mal. C'est en vue à 100% qu'on va le mieux se rendre compte de l'effet de certains réglages. Alors, je vais repasser en vue ajustée à mon écran, donc avec ce bouton de la barre d'outils. Donc j'ai choisi un grain un peu plus fin. Là, on voit la différence entre, je vais repasser, la différence entre le grain avant-après est assez faible à ce niveau de zoom là. Si je repasse à 100%, on voit qu'il y a quand même, une différence notable. Donc au niveau de l'impression, si vous voulez vous rendre compte de la différence de rendu, il vaut mieux passer en zoom à 100% pour ces réglages. Alors, je vais repasser en vue simple sur la base de ce réglage. Et je vais appliquer un filtre. Là, par exemple, je vais appliquer un filtre sur cette photo. Je peux appliquer un filtre jaune. Donc on voit, je vais peut-être montrer finalement la vue fractionnée avant-après pour bien se rendre compte de la différence. Donc le filtre jaune a renforcé un peu le contraste. Hein. La carrosserie s'est assombrie puisqu'elle était bleue à l'origine. Ça fait un peu ressortir les chromes de la voiture. Voilà, je vais repasser en vue simple. Et je vais appliquer maintenant un virage. Et je vais appliquer un virage sépia-terre pour légèrement colorer ma photo. Donc là, on voit que le rendu est un peu excessif, donc je vais en diminuer l'intensité, pardon. Excusez-moi juste une seconde. Excusez-moi. Donc voilà, donc j'ai diminué le curseur intensité de mon virage. Alors, outre l'intérêt au niveau de l'effet et du rendu que peut avoir un virage du type sépia, on le voit quand il est un peu dense, il va réchauffer l'image et le rendu à l'impression sera meilleur. Donc pour les noirs et blancs, ça peut être intéressant de rajouter une touche sépia, un virage très léger. Il n'a pas besoin d'être très intense pour avoir un rendu qui ne soit pas trop froid. Au niveau de... Voilà. Ensuite, on va continuer à explorer un peu les nouvelles palettes créatives, hein, une fois qu'on a fait nos réglages sur notre image.
Donc on va appliquer une texture, par exemple. Donc on va donner de la matière à l'image. Donc vous avez un certain nombre de textures qui sont prédéfinies. Donc on va choisir par exemple les rayures. Et comme l'ensemble des curseurs, des fonctions, pardon, le curseur intensité qui va permettre de rendre l'effet plus ou moins intense. Donc si je pousse le curseur au maximum, voilà, donc on voit bien apparaître les rayures sur l'image. On peut aussi les adoucir évidemment. Voilà, donc là c'est un peu le minimum. Pour que ce soit visible, je pense que cette image est assez... donc il y a pas mal de choses au fond. Donc pour que ça puisse se voir, ça nécessite de pousser un peu le curseur. Et puis vous avez ce bouton déplacement, donc qui va agir de façon à la fois de deux façons différentes. Il va faire pivoter de 90 degrés à chaque clic l'effet sur l'image. Et il va aussi lui donner une disposition un peu aléatoire. Ce qui fait qu'en cliquant de façon successive, on va changer l'orientation, mais on va aussi en changer la position sur l'image. Donc on peut cliquer un certain nombre de fois jusqu'à obtenir quelque chose qui nous paraisse, qui nous convienne, qui nous paraisse sympa. Voilà, apparemment on a fait le tour, on est revenu sur quelque chose qui correspondait au premier rendu. Au niveau des fuites de lumière, la palette suivante. Donc là, vous avez un certain nombre de fuites. Alors la fuite de couleur, hein, concrètement, ça peut représenter pour essayer de vous représenter ce que c'est, ça peut être une pellicule qui aurait légèrement pris la lumière avant d'être développée et qui aurait une partie un peu délavée, un peu abîmée au niveau des couleurs. Donc si je prends par exemple la première, donc on voit ici, hein, vous voyez en bas de l'image, cette dérive de couleur sur le pavé. Donc là aussi, on peut l'accentuer franchement. Hein, on voit que l'ensemble du bas de l'image est diffus, ou on peut au contraire décider de l'adoucir. Voilà, par exemple comme ça. Donc ça donne une légère dérive sur l'image, donc un côté un peu, voilà, on va vraiment renforcer le côté ancien, vieille photo retrouvée au fond d'un carton, puisque ça peut être aussi le côté délavé du papier qui est représenté. Et de la même façon que pour la texture, le déplacement va faire pivoter la fuite autour de l'image, et puis va répartir un peu les effets de couleur de façon aléatoire. Donc là aussi, on clique et on recherche le rendu qui nous convient le mieux. Et ensuite, on va quand même évoquer la dernière palette qui permet de faire des cadres. Donc vous avez la possibilité de faire des cadres très classiques, comme un simple cadre blanc, ou au contraire un cadre noir avec un liseré blanc par exemple. Alors attention aux images auxquelles vous appliquerez des cadres, puisque vous vous rendrez compte, et notamment dans la vue fractionnée, que le cadre s'applique sur l'image. Donc c'est un cadre intérieur. On n'a pas la possibilité d'en choisir les dimensions, ni de positionner le cadre à l'extérieur. Donc si vous avez une image avec un sujet qui est vraiment proche du bord, il faudra soit ne pas mettre de cadre, soit choisir des cadres transparents. Alors je vais revenir à mon image plein écran. Donc vous avez un exemple de cadre transparent, le vert.
Donc vous avez aussi une variante en noir et blanc. Voilà, donc comme si vous aviez un cadre en verre qui avait été un peu ébréché, là encore ça va simuler le côté un peu ancien de la photo. Et ce cadre, vous pouvez le faire pivoter, c'est-à-dire que vous faites tourner, vous déplacez les effets du cadre autour de l'image, jusqu'à obtenir quelque chose qui vous convienne. Voilà, donc vous pouvez utiliser voilà, la chambre noire qui est un cadre noir un peu arrondi, ou encore le film, qui va donner un aspect aussi un peu ancien à l'image. Hein, donc voilà par exemple une image sortie d'un vieux film des années 50 dont on a coupé la pellicule. Et on pourrait imaginer obtenir ce type de résultat. Donc voilà pour une présentation générale de FilmPack. Alors il me reste à vous parler de deux choses. S'il y en a parmi vous qui utilisent également OptiX Pro, donc vous avez vu que en même temps que la sortie de FilmPack 4, une version 8.2, une mise à jour 8.2 d'OptiX Pro a également été mise à la disposition des utilisateurs. Donc son principal changement par rapport à la version précédente, c'est justement de permettre l'intégration de FilmPack 4. Donc, je vais vous montrer sur une image ce que vous allez obtenir. Alors, excusez-moi, je vais fermer FilmPack, ouvrir OptiX Pro. Voilà. Et donc, vous avez cette palette FilmPack. Donc ceux qui, encore une fois, utilisent OptiX Pro et FilmPack ont déjà l'habitude de l'avoir intégré dans le logiciel. Donc ça vous permet, comme c'est le cas sur cette photo, de traiter des images en RAW. Et après avoir appliqué vos corrections avec OptiX Pro, d'appliquer l'ensemble des effets et des réglages disponibles dans FilmPack. Alors la TSL qui est dans FilmPack est également disponible dans OptiX Pro, donc il n'y a pas de palette spécifique. Par contre, on va retrouver toutes les nouveautés, le vignettage flou créatif, donc les curseurs, les réglages disponibles par défaut sont l'intensité, le rayon et le centre, qui fonctionnent de la même façon que dans FilmPack. Et en cliquant sur les réglages avancés, vous pouvez également gérer la transition, l'arrondi et la diffusion. Vous avez également la possibilité de définir des cadres, comme dans FilmPack. Voilà, donc j'ai cliqué sur la fonction en choisissant ce cadre blanc, qui n'est pas nécessairement le meilleur pour ce type de photo. Voilà, on peut imaginer mettre un passe-partout. Enfin, vous avez exactement les mêmes possibilités que dans FilmPack seul, avec aussi les textures, les fuites de lumière. La possibilité de régler le grain. Voilà pour l'intégration avec OptiX Pro. Voilà, et puis concernant FilmPack, donc comme je l'ai indiqué, ce webinaire enregistré sera disponible sous peu sur le site de la DxO Academy, auquel vous pouvez accéder directement en utilisant le menu Aide, sur lequel vous trouverez également un certain nombre de tutoriels